La route devant nous était épaisse de ténèbres, pas celle qui se contente d'obscurcir, mais celle qui semble peser sur vous, lourde et contre-naturelle. La région d'Europe de l'Est, vers laquelle nous nous dirigions, avait une réputation, et pas du genre que l'on trouve dans les brochures des touristiques. Radiation, mutation, des rumeurs de créatures, qui tenaient en plus du cauchemar que d'un manuel de biologie. Nous avions entendu des récits de survivants, des témoignages délirants et fragmentés, parlant de bêtes cousues ensemble à partir de mythes et de folies. Wendigos, hommes-chiens, des histoires dignes d'un feu de camp, pas de rapport clinique sur des zones sinistrées. Mais la peur a une étrange manière de tordre la réalité, de la transformer en quelque chose de pire encore. Nous étions 3 à entreprendre ce voyage insensé dans les bois empoisonnés. Dimitri, mon ami, le seul qui comprenait la langue et les coutumes du pays. Anna, sa petite amie, au regard acéré et à la langue plus acérée encore. Et moi, l'étranger, celui qui aurait dû savoir mieux. Le voyage avait commencé innocemment. Les douaniers à l'aéroport avaient à peine jeté un coup d'œil à nos passeports. L'illusion de normalité tenait bon alors que nous récupérions une voiture de location et commencions à traverser la campagne. Au début, tout était presque trop pittoresque. Des champs vallonnés, parsemés de vaches paisibles, des poules picorant autour des fermes, des cultures ondulant sous la lumière pâle du soleil. L'air portait cette légère odeur métallique que j'ai toujours associée à l'automne. Mais plus nous avancions, plus le masque se fissurait. Les maisons avaient quelque chose de faux, vides, délabrées, leurs fenêtres noircies comme si elles avaient brûlé de l'intérieur. Les champs viraient au gris, leur végétation réduite à des silhouettes tordues, comme si la terre elle-même avait été empoisonnée à la racine. « Putain de merde !» soufflai-je en fixant ce qui restait d'une grange. Ce coin a des airs de fin du monde. « Elle est venue !» répondit Dimitri d'une voix basse et dure. « Une apocalypse nucléaire, la vraie. Pas de feu et de soufre, pas d'anges venant chercher les élus. Juste la mort. Si une 3e guerre mondiale éclate, ce sera pareil partout. Des villes transformées en brasiers, leurs rues s'effondrant sur elles-mêmes. Des bus et des corps projetés dans les airs, sans logique, sans raison, juste le chaos. Charmant, lança Anna d'un ton aussi sec que les champs dévastés. Elle regardait par la fenêtre, ses yeux bleus foncés fixés sur les arbres qui défilaient. Je suivis son regard et surpris un éclat pâle fuyant entre les troncs, des yeux peut-être, ou un simple jeu d'ombre. Quoi que ce fût, c'était déjà parti avant que je puisse en être certain. « C'est encore loin ?» demandai-je, l'estomac noué. Les routes serpentaient, comme si elles avaient été dessinées par un ivrogne. Ça me rappelait une route dans le nord de la Californie que j'avais prise des années auparavant. Un trajet qui s'était terminé avec moi, pendu à la fenêtre passager, en train de vomir mes tripes. Dimitri et Anna, eux, avaient l'air de tenir bon. Mon propre corps me trahissait, encore une fois. « C'est grand », répondit Dimitri. « Encore 3 ou 4 heures. Et après, on marche. »« Génial !» marmonna Anna en étouffant un bâillement. Elle prit une gorgée d'une canette de liquide fluorescent qui sentait le solvant, un de ces ersatz de boissons énergétiques qui semblaient déjà radioactifs rien qu'au toucher. Elle le buvait comme si elle avait grandi avec. Je laissais ma tête retomber contre la vitre, regardant défiler la forêt. Ce n'était pas des bois dans lesquels on aurait envie de s'aventurer, même en plein jour. Les arbres poussaient trop serrés, leurs branches noueuses, évoquant des doigts crochus. L'obscurité entre eux semblait vivante, animée d'un pouce propre. J'essayais de ne pas penser à ce qui nous attendait au cœur de cette terre maudite. Mais l'idée s'infiltra malgré moi, insidieuse et persistante, murmurant des horreurs à venir. Le soleil se levait lentement sur la terre noire d'Ukraine, ses premiers rayons déchirant la brume matinale comme des lames rouillées. Les collines ondulaient devant nous, sereines et intactes, mais je sentais quelque chose ronger les bords de cette façade trompeuse. Peut-être était-ce encore le mal des transports, mon estomac se retournant à chaque virage brutal de Dimitri. J'avalais à sec quelques comprimés de méclysine, regrettant de ne pas avoir tenté de passer des goumis au cannabis en douce. Mais l'idée d'une prison d'Europe de l'Est, le genre d'endroit où des monstres comme le tueur de l'échiquier ou les tarés de trois gars, un marteau aurait moins pu finir, suffisait à me dissuader. « Putain de merde, regardez ça !» lâcha Dimitri, sa voix perçant le brouillard nauséeux du matin. La voiture s'arrêta net, projetant mon estomac dans ma gorge. « C'est quoi ce bordel ?» grommelai-je, essayant de me stabiliser en relevant la tête. Au début, je ne vis que l'asphalte fissuré. Puis, mes yeux s'ajustèrent, et ce que je vis dans la route me coupa le souffle. C'était un ours, ou du moins, ça l'avait été. Dimitri pointa du doigt, sa main tatouée tremblant légèrement. « C'est réel ?» murmura Anna, sa voix habituellement acérée adoucie par l'absurdité pure de ce que nous étions en train de voir.
Les yeux morts de l'ours semblaient nous transpercer, vides, mais d'une menace persistante. Pourtant, ce n'était pas le pire. Ce n'était pas juste un ours, c'était une parodie grotesque de l'animal. Ses pattes avant se terminaient par des excroissances supplémentaires, des griffes difformes, tordues, chaque doigt allongé de 7 phalanges effilées, tachées de sang séché. Ses pattes arrière ressemblaient à des racines, noueuses et torturées, comme si elles avaient dû se frayer un chemin à travers du béton. Et pire encore, une 3e main jaillissait de son poitrail, pâle et molle, sa surface flasque et boursouflée, comme si elle avait poussé là dans un élan de mutation incontrôlé. Le membre hideux oscillait doucement sous la brise, ajoutant un mouvement malsain à cette carcasse autrement figée. Eh bien, on dirait que les rumeurs n'étaient pas que des rumeurs, lâcha Dmitri, un mélange d'effroi et d'émerveillement dans la voix. Il ouvrit la portière et posa un pied sur le gravier, le bruit de ses semelles brisant le silence pesant. Vous imaginez ce qui peut encore se cacher dans ces bois? Ça va faire un documentaire d'enfer. Anna avait déjà sorti sa caméra, son excitation tranchant à vif l'ambiance de terreur rampante. Elle rejeta ses mèches blondes derrière son oreille et ajusta la mise au point, son visage illuminé d'une détermination fébrile, celle de quelqu'un qui rêve de célébrité sur Internet. « Je filme tout !» déclara-t-elle en s'accroupissant près de la dépouille monstrueuse. « Ce sera ma vidéo virale. » Je ne partageais pas son enthousiasme. Quelque chose dans cet ours me mettait mal à l'aise, et ce n'était pas juste ses mutations cauchemardesques. Toute la scène sonnait faux, comme si l'animal avait été placé là intentionnellement. Et puis, il y avait la façon dont il était mort. Aucune blessure apparente, aucun signe d'un prédateur ou d'un chasseur. Il était juste là, comme s'il s'était simplement arrêté de vivre. Anna se pencha davantage, son objectif frôlant presque la patte difforme. Dmitri, debout à côté d'elle, fixait l'ours, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il allait parler, mais qu'aucun mot ne venait. Moi, je restais en arrière, chaque instinct me hurlant de ne pas m'approcher. Puis l'ours cligna des yeux. Je reculai brusquement, un cri rauque s'échappant de ma gorge. Anna ne réagit pas. Son regard restait rivé à l'écran de sa caméra, fasciné par les moindres détails grotesques. Mais Dmitri, lui, avait vu. Je vis la réalisation le frapper comme un coup de tonnerre. Son visage se tordit sous l'effet d'une terreur brute, tandis qu'il se jetait en avant, agrippant Anna par le bras pour la tirer violemment en arrière. Elle bascula contre lui avec un grognement de surprise. « Putain, Dmitri, c'est quoi ton problème ?» commença-t-elle à râler. Mais sa voix s'étrangla dans sa gorge. L'ours bougeait. Sa tête pivota en premier, d'un geste désarticulé, ses os craquant comme du bois humide, qu'on briserait à main nue. Ses yeux vitreux se fixèrent sur nous et, pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'il nous évaluait, nous jaugeait. Puis son torse se mit à onduler, son bras supplémentaire tressaillant, comme s'il se souvenait soudainement qu'il était vivant. La patte de l'ours fendit l'air là où, quelques secondes plus tôt, se trouvait encore la tête d'Anna. Le bruit de ses griffes, lacérant le vide, ressemblait au claquement sec de lame de rasoir. Sa tête se tordit à nouveau, ses yeux morts désormais empreints d'une sauvagerie malveillante. Il ouvrit ses mâchoires, dévoilant des dents énormes, ruisselantes d'une salive argentée. Puis il rugit. Un cri primal, venu des tréfonds de la terre, une onde de choc guttural qui résonna jusque dans ma cage thoracique. Et d'un bond terrifiant, il s'élança du sol. Je fis volte-face, prêt à fuir vers la voiture, mon cœur battant à tout rompre. Mais je stoppai net en voyant quelque chose jaillir des bois, juste devant moi. D'abord, mon cerveau refusa de comprendre ce qu'il voyait. La chose était nue et gonflée, sa peau pâle et translucide, tendue à l'extrême sur un corps grotesquement boursouflé. Ses joues, enflées et rosées comme de la chair à vif, donnaient à son visage une apparence contre nature, un mélange atroce d'humain et de porc. Un museau déformé, tordu en une grimace qui imitait une expression humaine, mais d'une manière si dérangeante qu'elle relevait de la moquerie. Et il courait. Sur ses 2 jambes massives, son corps graisseux ondulant sous une peau huileuse, il fonçait droit sur nous. Ses yeux d'un rouge sanglant brillaient d'une excitation frénétique, ses pupilles si dilatées qu'elles semblaient n'être que des gouffres noirs. Son regard se posa sur Anna. Un grondement sourd, venu du plus profond de son être, vibra dans sa poitrine. Ses muscles se contractèrent sous la couche de chair suintante. Et dans un mouvement fluide et inhumain, il se lança vers elle à une vitesse effrayante. « Anna !» J'essayai de crier, mais ma gorge se serra. Aucun son ne sortit. Avant que Dmitri ou moi ne puissions réagir, la créature l'atteignit. Ses longs doigts effilés, noirs, acérés, irréguliers comme des éclats d'obsidienne, s'enroulèrent autour de son cou, s'enfonçant dans sa chair. Le cri d'Anna fut bref, étranglé, brutalement interrompu lorsque la créature la souleva avec une force inhumaine. Ses bras se débattirent vainement, ses jambes fouettant l'air dans une tentative désespérée de se libérer. La chose grogna,
retroussant ses lèvres grotesques pour dévoiler des rangées de dents effilées et irrégulières. Puis, sans effort apparent, elle se retourna et s'élança dans la forêt, traînant Anna derrière elle comme si elle ne pesait rien. Ses sabots martelèrent la terre avec une puissance effrayante, un bruit sourd et bestial qui s'éloignait rapidement. Les cris d'Anna s'estompèrent, avalés par l'obscurité dense de la canopée. « Hé !» hurla Dimitri en faisant un pas en avant, sa voix chargée de panique. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, la patte massive de l'ours fendit l'air. Ses griffes, luisant sous la lumière du matin, frappèrent violemment la jambe de Dimitri. Il fut projeté à plusieurs mètres et s'écrasa lourdement sur le sol, un cri de douleur déchirant sa gorge. Je restai figé, l'esprit en vrac. Anna avait disparu, happée par la gueule béante de la forêt. Dimitri gisait sur le sol gémissant. Et l'ours, mon Dieu, l'ours, se dressa de toute sa hauteur, sa poitrine monstrueuse se soulevant à un rythme saccadé. Il poussa un rugissement qui fit vibrer l'air lui-même, un son si puissant que mes os semblèrent prêts à se fendre sous la résonance. Sa gueule dégoulinait de bave, une haleine fétide me submergeant, une puanteur de pourriture, de sang et d'infection. Je levai instinctivement les bras pour me protéger, prêt à encaisser le coup fatal. Mais il ne vint pas. L'ours recula sur ses quatre pattes et tourna lentement la tête. Son bras supplémentaire, blafard, flasque, grotesquement inerte, pendait de son torse comme une excroissance inutile. Puis il s'éloigna, suivant la même trajectoire que la créature porcine, traçant le chemin qu'Anna avait emprunté, contre son gré. En quelques instants, il disparut entre les arbres, ne laissant derrière lui que le silence poisseux de la forêt. Bordel de merde! La voix de Dimitri me ramena à la réalité. Il serrait sa jambe, se balançant d'avant en arrière sous l'effet de la douleur. Je courus vers lui et m'agenouillai, mon regard se posant sur la plaie béante qui déchirait son jean. Les griffes de l'ours avaient laissé des entailles profondes et irrégulières, et le sang s'infiltrait déjà dans la terre. « Il faut qu'on trouve de l'aide, » dis-je en le secouant légèrement, essayant de le sortir de sa torpeur. « On doit prévenir la police. »« La police ?» coupa Dimitri avec un rire âpre, presque hystérique. Il secoua la tête, ses yeux embués de douleur et de colère. « Tu crois qu'ils viendront ici, dans la zone d'exclusion, pour une disparue? Ils vont dire que c'est peine perdue. Ils n'en auront rien à foutre. » Ces mots me frappèrent comme une gifle, mais il n'avait pas tort. « Alors on fait quoi ?» demandai-je, la voix brisée. Il tendit une main vers moi, les dents serrées. « Aide-moi à me relever. Il y a une trousse de secours dans la voiture. On va penser ça. » Et ensuite, on part chercher Anna. Le silence de la zone d'exclusion de Tchernobyl nous enveloppait, suffocant. Aucun oiseau ne chantait, aucun insecte ne bourdonnait. Même le vent qui soufflait entre les arbres décharnés semblait se retenir son souffle. Ici, les téléphones étaient inutiles. Pas de réseau, pas de relais, juste une étendue morte. Dimitri désinfecta sa plaie et l'enroula dans un bandage déjà taché de rouge. Puis il se mit à fouiller dans le coffre de la voiture, ses gestes empreints d'une frustration nerveuse. « Putain !» Il lança un démon de pneus au sol, sa mâchoire crispée. « Il n'y a rien d'utile. Du spray anti-ours, quelques couteaux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça contre ces trucs ? On a besoin d'un putain de fusil d'assaut. » Dommage qu'on ne soit pas aux États-Unis, dis-je avec amertume. Ici, la seule chance de trouver une arme, c'est sur un cadavre de soldat russe. Ouais, si seulement, grogna Dmitri en me tendant un grand couteau pliant. Tiens, prends ça. Je le retournai dans ma main, son poids me paraissant ridiculement insuffisant. Il me tendit ensuite la bombe de spray anti-ours. Et ça, on a une seule canette, 3 couteaux et un démon de pneus. Pas vraiment l'arsenal de Rambo. Je restais là, figé sur la route fissurée, l'estomac noué. L'idée de pénétrer dans cette forêt, de suivre la trace laissée par ces monstres, me glaçait le sang. Mais je pensais à Anna, impuissante et terrifiée, emportée dans l'obscurité par cette chose. Mon malaise se transforma en une nausée profonde. « Tu es prêt pour ça ?» demanda Dmitri, sa voix basse, son regard dur. « Absolument pas, avouai-je. On devrait chercher du renfort. Si on meurt tous les deux là-dedans, personne ne retrouvera jamais Anna. » Il ricana, un son sec et glacial. La ville la plus proche est à 2 heures à l'ouest. D'ici à ce qu'on l'atteigne, la piste sera froide. Et ce n'est pas comme si quelqu'un allait se précipiter pour monter une mission de sauvetage dans la zone. Personne ne viendra, mec. C'est nous ou rien. Son regard se planta dans le mien, dur, inébranlable. Tu veux rester en arrière ? Très bien, mais moi, j'y vais. J'avalai difficilement ma salive, mon cœur battant à tout rompre. Je viens, lâchai-je enfin. Putain, tant pis. À mesure que nous nous enfoncions dans la forêt, l'air semblait s'alourdir. La lumière filtrant à travers la canopée était pâle, maladive, comme vidée de sa vitalité par cette terre maudite. Dimitri marchait en tête, la mâchoire serrée comme de l'acier. Je savais que ce n'était pas seulement pour Anna. Il me l'avait raconté une fois, au cours d'une nuit noyée dans l'alcool, il y a des années.
Son enfance en Ukraine. Ce voisin qu'il avait attrapé dans la rue et jeté au fond d'un trou. Des semaines dans l'obscurité, la boue et la faim, survivant grâce aux maigres restes jetés à la volée. Il s'était extirpé de cette fosse, à l'agonie, mais vivant, en se jurant que plus jamais il ne laisserait quelqu'un qu'il aime endurer un tel cauchemar. Son passé l'avait façonné, endurci, il n'abandonnerait pas. Pas tant qu'il lui restait un souffle de vie. Nous suivions la piste laissée par l'ours et cette chose porcine, branche brisée, terre labourée, qui nous guidait un peu plus profondément dans l'inconnu. L'air devenait plus froid, plus tranchant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Mes doigts, crispés sur la bombe de gaz, s'ankylosaient à force de tension. Puis, soudainement, les arbres s'ouvrirent. Le soleil doré me frappa en plein visage, un choc brutal après l'ombre oppressante de la forêt. Je clignai des yeux, aveuglé, avant de poser le pied dans une vaste vallée encerclée par des collines menaçantes. Le vent balayait les hautes herbes en vagues ondoyantes, charriant un parfum métallique à peine perceptible. Et c'est alors que je les vis, des squelettes. Ils gisaient en arc de cercle, jetés sur le sol comme une offrande à quelque dieu oublié. Les ossements étaient humains, enfin, en grande partie. Des crânes jaunis souriaient à un ciel indifférent. Certains restes étaient encore en partie enveloppés de lambeaux de chair en décomposition, des tendons desséchés tordus autour des articulations. Des animaux étaient repassés par là, éparpillant certains cadavres en amas grotesques, tandis que d'autres restaient étrangement intacts. C'était une moisson macabre, une récolte d'ossements sous l'ombre des collines. « Qu'est-ce qu'on est en train de regarder » murmurai-je, la voix tremblante. Le spectacle me submergeait, une vision de cauchemar, comme si je regardais par une fenêtre ouverte sur l'apocalypse. Une part folle et irrationnelle de moi s'attendait presque à voir les os s'assembler, s'animer, se dresser pour nous accueillir. Dans cette terre de monstruosité, rien ne semblait impossible. « Des cadavres !» répondit Dimitri d'une voix morne. Son expression se durcit alors qu'il indiquait du menton les corps plus récents disséminés aux abords du charnier. Ceux-là n'étaient pas morts de faim ni de maladie due aux radiations. Ceux-là avaient été massacrés. Leurs gorges avaient été déchiquetées, les vertèbres cervicales marquées de morsures nerfs brutales, comme si quelque chose s'était repu de leur chair. Je déglutis avec peine, l'estomac noué, mais c'est un détail particulier qui attira mon regard. L'un des cadavres serrait encore une bouteille en verre entre ses doigts squelettiques. La main, rongée par le temps, était crispée autour du goulot, la peau et la chair réduites à une fine couche de pourriture. « Attends une seconde » soufflai-je en m'agenouillant. Les os craquèrent sous mes doigts alors que je les délogeais, un frisson d'horreur remontant le long de ma colonne vertébrale. Avec précaution, je fis sauter le bouchon de liège et en tirai un rouleau de papier jauni. Il était épais, rugueux, comme du parchemin fait à la main. Les mots, tracés à l'encre noire, étaient à la fois élégants et chaotiques, un mélange d'ordre et de démence. Je pris une inspiration et commençai à lire à voix haute. Les mots grincèrent contre mes nerfs comme des ongles sur un tableau noir. Règles de survie dans la réserve naturelle de Helskine. 1. La secte connue sous le nom des bouchers dorés enlève des femmes pour les faire s'accoupler avec les créatures porcines. Ils vénèrent leur progéniture comme des dieux. Si un membre de votre groupe est capturé, vous le retrouverez à la ferme vivante, au bout de la forêt. 2. Si vous croisez M. Welcome, le gigantesque dieu porc aux yeux incrustés dans le front, ne le laissez surtout pas vous toucher. 3. Les serpents rouges ne peuvent de vous voir que lorsque vous bougez. Si vous en apercevez, restez immobile, ne respirez même pas. Les mots flottaient dans l'air lourd et oppressant. Je réalisais que mes mains tremblaient. Dimitri me fixait, le visage pâle et tendu, figé dans l'incrédulité. « Accoupler des femmes avec des créatures porcines ?» répéta-t-il, la voix tremblante de dégoût. « C'est quoi, ce putain d'endroit ?» Son regard s'affola, balayant l'horizon, puis les squelettes, puis moi. « Il faut la retrouver. » Mais par où on commence ? Je parcourus la vallée du regard, cherchant désespérément un indice au milieu du chaos. Partout, des empreintes s'entremêlaient dans la terre noircie, certaines s'enfonçant profondément, d'autres se perdant dans les hautes herbes. Impossible de discerner une direction précise. Ma tête me faisait mal, écrasée par l'angoisse. Et puis, nous l'entendîmes. Un cri. Il s'éleva des collines à notre gauche, lointain mais indéniable et horriblement familier. Anna. Le son de sa voix, brisée et à vif, traversa Dimitri comme une décharge électrique. Son expression changea instantanément. Une seconde plus tôt, il était pétrifié par l'horreur. La seconde suivante, il n'était plus que tension, une lame froide et affûtée. Sa peur, consumée par une détermination brutale. Sans un mot, il s'élança vers la source du cri. Le son s'éteignit presque aussitôt, absorbé par l'immensité des bois, mais Dimitri ne ralentit pas.
Sa tête fraîchement rasée capta un bref éclat de lumière avant qu'il ne disparaisse sous la voûte sombre des arbres. « Attends !» criai-je, la panique vrillant ma poitrine. Mon couteau pliant fermement serré dans ma paume moite, je forçai mes jambes à courir, à foncer à sa suite à travers les hautes herbes qui fouettaient mes vêtements et me griffèrent la peau. Nous avancions en titubant, dévorés par la forêt sans fin, dans un silence si lourd qu'il semblait prêt à nous engloutir. Seul le craquement des feuilles, sous nos pas, et nos souffles erratiques venaient en troubler cette chape oppressante. Nous parlions peu. L'épuisement et l'angoisse rongeaient nos mots avant même qu'ils ne franchissent nos lèvres. Le cri, nous ayant attirés dans cette direction, s'était évanoui depuis longtemps, ne nous laissant que cette mince piste, un sentier de serre, à peine visible qui serpentait entre les buissons et les roches, s'effilant peu à peu dans l'inconnu. La sueur ruisselait sur mon visage alors que nous grimpions, le terrain devenant plus escarpé à chaque pas. Tout près, des ruisseaux limpides murmuraient doucement, une mélodie pure et immaculée en totale contradiction avec la corruption qui gangrenait cette forêt. Mes jambes me brûlaient. Une douleur sourde s'était installée dans ma cage thoracique, un étau prêt à me briser en deux. « Comment tu sais qu'on est sur la bonne voie ?» finis-je par demander d'une voix rauque. « Ça fait des heures qu'on marche et on n'a rien trouvé. »« C'est par ici qu'elle a crié, » répliqua Dmitri, essoufflé mais inflexible. « S'ils la transportent, ils auront pris un sentier, un passage rapide. Où d'autres iraient-ils ?» Je n'avais pas la force de le contredire. La vérité, c'est que nous n'en savions rien, ni pour ce sentier, ni pour quoi que ce soit d'autre. Nous courions après des ombres, accrochés à un espoir que cet endroit semblait vouloir écraser sous son poids. Au sommet d'une colline, je m'arrêtai un instant et sortis le compteur Geiger, plus par réflexe que par nécessité. Le crépitement s'accéléra aussitôt, je fronçai les sourcils. Le niveau de radiation grimpait à une vitesse inquiétante, beaucoup trop vite. Alors, lança Dmitri en vidant sa gourde d'un trait. « Mauvais, » dis-je en secouant le compteur. « On ne peut pas continuer indéfiniment, ça nous tuera à petit feu. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais le bruit nous tomba dessus avant qu'il ne puisse dire un mot. Un hurlement, pas humain, un cri bestial, déchirant, qui sembla naître du cœur même de la terre. Il résonna dans l'air comme un écho distordu, brisé, un son qui aurait pu être émis par une bête, s'il n'avait pas été filtré par une chose plus obscure, un grésillement artificiel comme une voix passée dans des haut-parleurs fracassés. Il se répercuta à travers la forêt. Puis d'autres hurlements répondirent, plus faibles, plus lointains, mais partout. Des prédateurs, ours, loups, et d'autres créatures, bien trop grandes, bien trop proches. Puis, à ma gauche, un bruissement, d'abord léger, presque un souffle. Le vent, un murmure, un Ukrainien. « Psst ! Hé, toi !» Je sursautai, pivotant d'un coup, mon couteau tremblant dans ma main. L'adrénaline explosa dans mes veines. Dmitri se plaça à mes côtés, son pied de biche levé, les yeux fous, cherchant l'origine du son. Les fougères frémirent à nouveau, puis une silhouette en émergea. Un garçon. Il était d'une maigreur effrayante, son corps réduit à une peau tendue sur des os saillants. Son visage était marqué de saleté, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, sombres et vides. De longs cheveux noirs retombaient sur un nez brisé à maintes reprises, tordu en une masse informe au centre de son visage. Ses vêtements n'étaient plus que des haillons suspendus à son corps émacié. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans, mais l'abîme dans son regard le rendait intemporel. « Sors de là !» dis-je d'un ton grave, les mots m'échappant avant même que je ne réalise que je les avais prononcés. « Ne me tuez pas !» chuchota le garçon, sa voix éraillée et suppliante. Son accent était épais, sa prononciation gutturale. « Emmenez-moi loin d'ici, s'il vous plaît. » Il ravala un sanglot avant de poursuivre, la gorge nouée. « Mes parents m'ont amené ici, ils faisaient partie des bouchers dorés, mais ils sont morts, il y a quelques mois. Le poison dans l'eau, dans la nourriture. » Sa voix s'éteignit dans un sanglot étranglé. Dmitri s'accroupit, scrutant le garçon avec attention. « Qui es-tu, gamin ?»« Je m'appelle Philippe, » murmura-t-il à peine. « Je viens de la ferme. » Il désigna vaguement le sommet d'une montagne au loin. « On ne la voit pas d'ici, mais elle est là-bas. » Les yeux de Dmitri se plissèrent, et il se pencha un peu plus, réduisant la distance entre eux. « Tu peux nous y conduire ?» Philippe hésita. Ses lèvres tremblèrent, ses yeux caves s'embuèrent de larmes. Puis, lentement, il hocha la tête. « Si vous m'emmenez avec vous quand vous partirez, souffla-t-il, la voix brisée par les pleurs, je vous y emmènerai. Mais c'est un endroit horrible !» Son visage se crispa, comme s'il luttait contre une terreur qui lui rongeait les os. « C'est la demeure de Monsieur Welcome. » Ce nom tomba comme un coup de tonnerre, lourd et glaçant, s'enfonçant profondément dans ma poitrine. Philippe sembla s'affaisser sous son propre poids, comme si simplement prononcer ces mots lui avait volé le peu de force qui lui restait. Dmitri serra la mâchoire impassible, mais je le vis se raidir, comme si son corps lui-même réagissait au danger. Un frisson me parcourut, malgré la chaleur étouffante de la journée. « Alors, mène-nous là-bas !»
ordonna Dimitri d'une voix douce mais tranchante comme l'acier. Philippe hocha à nouveau la tête, son corps frêle, tremblant, alors qu'il essuyait ses larmes d'une main crasseuse. « Je vous montrerai, » murmura-t-il. Puis il ajouta, la voix à peine audible. « Mais vous n'aimerez pas ce que vous trouverez. » Philippe nous guida à travers la forêt comme s'il y avait grandi, lisant chaque infime détail de la nature comme une carte invisible aux yeux des autres. Un arbre incliné d'une certaine manière, une branche tordue qui griffait le ciel, le son d'un ruisseau dévié de son cours naturel, il percevait tout. Pour moi, la forêt n'était qu'un mur impénétrable, un labyrinthe étouffant de vers qui semblait vouloir nous avaler. « Là !» dit Philippe, à voix basse mais avec certitude. Les arbres s'ouvrirent devant nous comme un rideau, dévoilant la ferme, mais ce n'était pas une ferme. Pas au sens où l'esprit humain pouvait l'accepter. C'était un chancre posé au sommet de la colline, une souillure qui avait remplacé ce que la nature avait un jour essayé de faire grandir. La structure dominait le paysage, un monolithe noirci dressé contre la lumière mourante du jour. Elle ressemblait plus à un mausolée bâti par quelque chose qui haïssait les vivants qu'à un lieu destiné à cultiver des récoltes ou élever du bétail. À son sommet se dressait une tour, une parodie de clocher d'église. Mais au lieu d'une cloche, elle portait un œil gigantesque, grotesque et indéniablement vivant. Son iris brillait d'un rouge profond, une teinte qui rappelait le sang frais répandu sur la neige. Sa pupille dilatée frémissait, scrutant la forêt sans jamais ciller. Il était injecté de veines gonflées, parcourues de filaments blancs qui s'étendaient le long de la tour, s'accrochant au mur comme des nerfs, rampants, avides. Et je ne pouvais me défaire de cette idée obsédante, ces filaments n'étant pas de simple excroissance. C'étaient des nerfs optiques, des racines profondément enfoncées dans l'ossature même de la bâtisse. Quant au reste du bâtiment, il n'était que ténèbres, une faille dans la réalité, un vide sculpté en architecture. Ses angles étaient trop acérés, son ossature trop brute. Son existence même était une agression visuelle, une géométrie perverse qui blessait l'œil et déformait la perception. Et surtout, il respirait. Tout l'édifice se dilatait et se contractait dans un lent mouvement organique, une respiration profonde qui forçait l'imagination à concevoir des poumons immenses, cachés quelque part dans ses entrailles obscures. « Bienvenue » murmura une voix. Ce n'était pas un son humain, ce n'était même pas animal. La voix venait du bâtiment lui-même, une vibration humide et sournoise qui se glissa dans l'air comme une caresse empoisonnée. « Bienvenue, bienvenue. » Dimitri se figea à mes côtés et je le sentis se tendre comme un arc prêt à se rompre. « C'est quoi cet endroit, gamin ?» siffla-t-il entre ses dents serrées. « Où est Anna ?» Philippe se tourna lentement vers nous, et dans ses yeux, la peur laissa place au désespoir. « À l'intérieur, » chuchota-t-il. Il déglutit avec peine avant d'ajouter « Avec les autres reproductrices, il les enferme, dans des cages, jusqu'au rituel. » Rituel ? La voix de Dmitri se brisa sur le mot, comme un éclat de verre brisé. « C'est pour quand ?» Philippe leva les yeux vers le ciel, maintenant teinté des couleurs ardentes d'un soleil agonisant à l'horizon. Son expression se tordit en quelque chose qui ressemblait à des excuses. « Au coucher du soleil !» Dimitri explosa. « Coucher du soleil, mais c'est dans quelques minutes. Il faut bouger maintenant. » Je l'attrapais par le bras avant qu'il ne fonce tête baissée comme un imbécile. « Bouger maintenant ? Avec quoi ? Un canif et une mauvaise attitude. Regarde ça, Dmitri. Ce truc n'est pas juste un bâtiment, il est vivant. Tu ne peux pas simplement poignarder un cauchemar à mort. » Il me lança un regard comme si je l'avais giflé, mais avant qu'il ne puisse répliquer, la ferme hurla. Le son était impie, une abomination qui ne se contentait pas de remplir l'air, mais s'insinuait dans le crâne comme une lame rouillée, faisant grincer les dents et vibrer les os. Il résonna à travers la forêt et presque aussitôt d'autres hurlements lui répondirent. Des dizaines, certains lointains, d'autres bien trop proches. L'un d'eux semblait même venir de juste derrière nous. Je saisis le bras de Dimitri, ma main tremblante, et pointai du doigt l'origine du cri le plus proche. Ma voix peinait à sortir, réduite à un chuchotement écorché. On n'est pas seul ici. Il y a quelque chose. Je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Derrière nous, le bruissement des feuillages s'alourdit, écrasé par une masse bien trop imposante pour appartenir à un animal ordinaire de la forêt. Je tournai lentement la tête, chaque fibre de mon corps me hurlant de fuir. C'est là que je le vis. La chose qui nous traquait ressemblait à une parodie grotesque d'un cochon. Elle avançait à quatre pattes, son corps énorme et suintant boursouflé d'une masse contre nature. Mais ce n'était pas un animal de ferme redevenu sauvage, c'était un cauchemar incarné. La créature était colossale, aussi grande qu'un SUV, sa chair rosâtre, tendue à l'extrême sur des muscles et des amas de graisse qui pulsaient d'une manière innommable, comme si quelque chose sous la peau respirait, remuait,
essayait d'en sortir. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Ils étaient identiques à l'énorme globe monstrueux juché au sommet de la ferme, d'un rouge sanglant, horriblement dilaté, avalant la lumière comme des trous noirs. Mais le pire, ce n'était pas son regard. C'était sa peau, ou ce qui en tenait lieu, des centaines de dents, des crocs tordus, aiguisés comme des éclats d'os, jaillissant au hasard de son corps, hérissant sa chair comme les piquants d'un porc épic cauchemardesque. Il luisait sous la lumière mourante, mouillée d'une lueur écœurante. Pendant un instant, la chose s'arrêta net. Elle nous observait, et dans cette fraction de seconde, une pensée abominable me traversa. Elle me reconnaît. Puis, sans prévenir, ses yeux se plissèrent, et elle rugit, un cri qui déchira l'air comme une tempête. Ce n'était pas un simple rugissement. C'était une onde de choc, une agression sonore si puissante qu'elle vibrait dans mes os et me nouait l'estomac. Puis elle chargea. Un monstre de cette taille n'aurait jamais dû être aussi rapide. Et pourtant, elle fonça sur nous avec une célérité démente, son corps monstrueux broyant les buissons et les branches comme s'il n'était rien. Sa gueule s'ouvrit, un gouffre de crocs, pas seulement aligné sur les gencives, mais partout. Sur sa langue, ses joues, même ses lèvres en étaient hérissées. Des centaines de dents, avides, claquaient ensemble dans une frénésie démente, un broyeur de chair en mouvement. « Courez !» J'agrippai Philippe et le tirai d'un coup sec. À son crédit, le garçon ne se figea pas. Il courut. Mince et affamé, il se déplaçait comme un animal traqué, presque à ma hauteur alors que nous sprintions vers la seule chose qui, ironiquement, nous offrait un semblant de refuge. La ferme vivante. Nous déboulâmes dans la clairière. La bâtisse nous surplombait, immense, une balise de malheur dressée contre le ciel qui s'assombrissait. La porte unique était ouverte, un battant de grange gigantesque, béant comme la gueule d'une bête en attente. Derrière moi, j'entendis Dimitri. Ses pas martelèrent le sol. Sa respiration n'était plus qu'un râle. Et derrière lui, l'autre monstre. Sa course faisait trembler la terre. Chaque impact résonnait, décomptant les secondes avant qu'il ne nous atteigne. « Dans la grange !» hurlai-je, la gorge brûlante. Il n'y avait pas de plan, pas de choix. Seulement cette porte, seule barrière entre nous et l'abomination qui nous pourchassait. Mes jambes brûlaient, mais je poussais encore, plus vite, plus fort. Nous atteignîmes les portes et nous nous y engouffrâmes. Je me jetai contre l'un des battants, l'épaulant de toutes mes forces pour le refermer. Dimitri attrapa l'autre, son visage crispé en une grimace de pure volonté. Elles étaient immenses, presque aussi hautes qu'un tiers du bâtiment. Et elles ne voulaient pas bouger, comme si elles avaient une volonté propre, comme si quelque chose, quelque part, s'opposait à notre fermeture. Philippe, à peine plus qu'une ombre tremblante, s'arc-bouta contre ma jambe, ses petites mains agrippant le bois, tirant de toutes ses forces. Mais son poids n'était qu'un murmure contre la masse impassible des portes. Dans un grondement qui semblait jaillir des entrailles même du bâtiment, les portes se refermèrent. Elles n'étaient même pas encore complètement closes lorsque la bête s'y fracassa. L'impact fut titanesque, faisant vibrer le bois comme un gong frappé de plein fouet. Mais elles tinrent bon. Dimitri et moi nous précipitâmes pour les sécuriser, attrapant une énorme planche appuyée contre le mur et la calant dans les supports de fer. La barricade improvisée verrouilla la porte juste au moment où un autre coup sourd résonna à travers le bois. Le silence tomba, seulement troublé par nos souffles erratiques. L'air à l'intérieur du bâtiment était froid, humide et chargé d'une lourdeur oppressante, semblable à celle d'une caverne enfouie dans les profondeurs de la terre. Je me retournai, tentant d'apaiser le tumulte dans ma poitrine, et c'est alors que je vis l'intérieur de la ferme. Un cri me monta à la gorge avant même que je puisse l'arrêter. Il se contracta dans ma poitrine, griffant pour s'échapper, mais je le réprimai de justesse. L'intérieur n'était pas seulement vivant, il frémissait, se contorsionnait. Les murs palpitaient d'un mouvement malsain et rythmique, semblable au spasme d'un gigantesque cœur malade. De larges veines, épaisses comme des cordes, serpentaient sur les surfaces. Gonflées d'un fluide sombre et visqueux qui exhalait une odeur immonde de pourriture et de décomposition. Le sol sous mes pieds n'était pas ferme. Il était mou, presque charnel, et s'enfonçait légèrement sous mon poids avec un bruit spongieux et écœurant. Au-dessus de nous, les filaments de l'œil perché au sommet de la tour pendaient, comme un chandelier grotesque, frémissant, ondulant, comme s'il cherchait en quelque chose. L'air vibrait d'un son à peine perceptible, un murmure insidieux qui s'infiltrait dans mon crâne et me faisait grincer des dents. « Il y a quelque chose !» commençai-je, la voix tremblante, alors que les fourrés derrière nous craquaient, sous un poids trop massif pour appartenir à un animal ordinaire de la forêt. Je tournai lentement la tête, chaque fibre de mon corps hurlant de fuir, et c'est alors que je le vis. La chose qui nous traquait ressemblait à une parodie monstrueuse d'un cochon. Elle marchait sur 4 pattes, son corps gonflé, luisant de graisse et boursouflé d'une masse anormale. Mais ce n'était pas un simple animal de ferme redevenu sauvage.
c'était un cauchemar fait chair. La créature était énorme, aussi grande qu'un SUV, sa chair rosâtre tendue à l'extrême sur des muscles et des amas de graisse qui palpitaient d'une manière qui défiait l'entendement. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient identiques à l'énorme orbe qui dominait la ferme, d'un rouge sanglant, démesurément ouvert, leurs pupilles si dilatées qu'elles semblaient absorber la lumière elle-même. Mais le pire, c'était sa peau, ou ce qui en tenait lieu. Des centaines de dents effilées, irrégulières, émergèrent de sa chair comme les piquants d'un porc-épic. Elles surgissaient au hasard, tuméfiées, des excroissances d'émail grotesques qui luisaient dans la lumière mourante. Que nous foncions vers la seule chose qui offrait un semblant de refuge, la ferme vivante. Nous débouchâmes dans la clairière, l'énorme bâtiment noir se dressant devant nous comme un présage funeste. Une seule porte était ouverte, une immense porte de grange, béante comme la gueule d'un monstre. Derrière moi, j'entendais les pas de Dmitri, son souffle rauque et laborieux. La créature gagnait du terrain, chaque pas fracassant le sol avec l'implacabilité d'un glas funèbre. « Dans la grange !» criai-je, ma voix à peine audible au milieu du chaos. Il n'y avait pas de temps à perdre, aucune autre option. Les portes étaient notre seul rempart entre nous et le monstre qui fondait sur nous. Mes jambes brûlaient alors que je poussais plus fort, courant plus vite que je n'aurais jamais cru possible. Nous atteignîmes les portes et nous précipitâmes à l'intérieur. Je me jetai contre l'une d'elles, appuyant tout mon poids pour la fermer. Dimitri saisit l'autre, son visage une expression de détermination brute. Les portes étaient énormes, presque un tiers de la hauteur du bâtiment, et elles résistaient à nos efforts comme si elles avaient une volonté propre. Philippe se pressa contre ma jambe, ses petites mains agrippant le bord de la porte pour aider, bien que sa force ne fût qu'un souffle face au poids écrasant. Dans un grognement qui semblait résonner jusque dans les os du bâtiment, les portes se refermèrent. Elles n'étaient même pas encore complètement closes lorsque la bête les heurta. L'impact fut d'une violence à couper le souffle, le bois vibrant comme un gong frappé, mais elles tinrent bon. Dimitri et moi nous hâtons de les sécuriser, attrapant une planche massive appuyée contre le mur et la glissant dans les supports de fer. La barricade de fortune verrouilla la porte en place, juste au moment où un autre coup lourd résonna à travers le bois. Le silence tomba, seulement brisé par nos respirations haletantes. L'air à l'intérieur du bâtiment était frais, humide et lourd, comme la quiétude d'une grotte enfouie sous terre. Je me tournai, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade, et c'est alors que je vis l'intérieur de la ferme. Un cri monta dans ma gorge avant même que je puisse l'arrêter. Il me griffa la poitrine, désespéré de s'échapper, mais je le réprimai de toutes mes forces. L'intérieur n'était pas seulement vivant, il se tordait. Les murs palpitaient d'un mouvement maléfique et rythmique, comme les contractions d'un gigantesque cœur malade. Des veines aussi épaisses que des cordes serpentaient sur les surfaces, pulsant d'un fluide sombre et visqueux qui empestait la pourriture et la décomposition. Le sol, sous mes pieds, n'était pas solide. Il était mou, presque charnel, et s'enfonçait désagréablement sous chaque pas. Au-dessus de nous, les filaments de l'œil au sommet de la tour pendaient, tels des lustres grotesques, frémissant et se déplaçant comme à la recherche de quelque chose. L'air vibrait d'une vibration insidieuse, un son à peine perceptible qui se glissait dans mon crâne et me faisait grincer des dents. L'intérieur de la grange était encore pire que l'extérieur, un tableau sorti tout droit de l'esprit fiévreux de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Les cages tapissaient les deux murs, empilés 3, parfois 4 de haut, comme une vitrine grotesque du désespoir. Chaque cage abritait une femme, leurs haillons sales et tachés de sang collant à leur corps décharné. Elles bougeaient à peine, leurs yeux vides, hantés, fixant le néant, ou nous, avec une absence terrible qui suggérait qu'elles avaient y vu des horreurs tellement profondes que leurs âmes étaient depuis longtemps parties. La plupart semblaient jeunes, 20, peut-être 30 ans, mais leurs yeux étaient impossiblement vieux, des siècles de tourments gravés dans leurs regards. Je n'arrivais pas à dire si elles étaient vivantes ou mortes, jusqu'à ce que l'une d'elles cligne des yeux, le mouvement lent et mécanique, comme si elle avait puisé toute sa force restante juste pour faire ce geste. Puis, je vis la chose contre le mur du fond. Elle était massive, sa forme grotesque remplissant presque toute la hauteur de la grange. Un cochon, mais pas un cochon comme ceux qui ont jamais foulé cette terre. Sa chair était pâle et ballonnée, tendue sur son énorme masse comme du papier humide sur une tumeur. Son visage était un masque de cauchemar fait Dieu, une douzaine ou plus, gonflés sur ses joues et son front, chacun d'eux aussi rouge sang que l'œil de la tour de la ferme. Ils nous fixaient de leur regard inébranlable, malveillant. Du sommet de sa tête, des filaments blancs s'étirèrent vers le haut, disparaissant dans le plafond comme des câbles vivants, reliant cette abomination à la structure palpitante et respirante de la ferme. Ses membres étaient écartés, crucifiés contre le mur par des chaînes massives et rouillées.
chaque maillon aussi épais que le poignet d'un homme adulte. Malgré son immobilité, la créature dégageait une aura de puissance, une malveillance qui semblait rayonner dans l'air comme la chaleur d'une route d'été. « Bienvenue !» siffla-t-il, sa voix un râle gluant qui s'échappait de sa gorge et se collait à l'air comme de l'huile. « Bienvenue !» Il incline légèrement sa tête monstrueuse comme pour nous narguer, comme s'il savait que nous étions piégés. « Anna !» Le cri de Dimitri déchira le silence gelé. Sa voix se brisa sous la désespoir, ses yeux cherchant quelque chose, quelqu'un qu'il ne trouverait jamais. « Anna, où es-tu » ? « Ne crie pas, murmura Philippe, sa petite voix tremblant de peur. « S'il te plaît, ne crie pas. » Mais le cri de Dimitri avait déjà résonné, et la grange y répondit. Le sol sous nos pieds dégrogna, puis se fissura alors que des trappes s'ouvraient en un claquement sinistre. Des fosses noires béaient et de celles-ci surgirent des monstruosités qui auraient dû rester enterrées. Elles arrivèrent en masse, des hybrides déformés de cochons et d'ours, leurs corps boursouflés de muscles qui semblaient se gonfler dans tous les mauvais endroits. Leurs yeux brillaient de la même folie rouge sang que les autres horreurs de la ferme, et leurs bouches, mon Dieu, leurs bouches, étaient remplies de dents qui sortaient à des angles sauvages, acérés comme des rasoirs et avides de chair. « Putain !» rugit Dimitri, saisissant la planche qui barrait la porte de la grange alors que les créatures se resserraient autour de nous. J'étais déjà là, tirant la planche, d'un coup tremblant, et la laissant tomber au sol avec fracas. Philippe se pressa contre moi, son petit corps vibrant de terreur, alors que nous jetions la porte ouverte et nous précipitions dehors dans la nuit. L'air frais me frappa comme une gifle, mais il n'offrit aucun réconfort. Dehors, la forêt s'était transformée en quelque chose de bien pire. L'obscurité s'était épaissie, oppressante et presque vivante, enveloppant le paysage d'un linceul suffocant. Et puis, je les vis. Des serpents. Non, pas des serpents, quelque chose de pire. Ils glissaient silencieusement hors de la forêt, leurs corps massifs se repliant et se tordant à mesure qu'ils émergeaient. Chacun était de la couleur du sang coagulé, leurs écailles brillant comme quelque chose récemment écorché. Ils étaient gigantesques, chacun aussi long qu'un camion, leurs mouvements silencieux d'une grâce improbable pour leur taille. Parfois, l'un d'eux émettait un sifflement bas, un son qui déchirait l'air comme un couteau, mais autrement, ils se déplaçaient comme des spectres, des prédateurs silencieux glissant vers nous avec un but effrayant. La grange derrière nous grogna, les créatures à l'intérieur griffant les bords de la porte. Devant nous, les serpents s'avançaient, leur corps luisant se faufilant à travers les hautes herbes avec une vitesse terrifiante. Nous étions encerclés, piégés dans une zone sans hommes où chaque direction menait à la mort. Alors que je me tenais là, la certitude de notre destinée m'envahit, pesante comme un linceul. Je baissai les yeux vers Philippe. Il releva son regard vers moi, ses yeux grands et terrifiés. Mais il sourit, un petit sourire fragile, comme pour offrir un peu de réconfort, même maintenant. Dimitri se tenait près de moi, sa voix à peine un murmure. « Je crois qu'on est foutus. » Je n'eus pas le cœur de discuter. Je hochai simplement la tête, le poids froid de l'inéluctable nous écrasant tous. L'idée me frappa comme la foudre, un pari désespéré qui semblait être notre seule chance. Les règles, je me souvins des règles. « Ne bougez pas », murmurai-je, ma voix à peine audible. « Ne respirez même pas. » Philippe et Dimitri me regardèrent comme si j'avais perdu l'esprit. Mais puis, la reconnaissance brilla dans leurs yeux, une compréhension née de la pure désespoir. Dimitri hocha la tête d'un signe bref, et nous restâmes immobiles, jouant les statues en plein milieu du champ entouré de la mort. Les prédateurs de la grange se rapprochèrent rapidement, leurs formes massives et grotesques se déplaçant avec une grâce mortelle, prédatrice. Les créatures mutantes, mi-ours, mi-cochon, se haussaient bas, les muscles tendus alors qu'elles se préparaient à bondir. Derrière elles, les serpents s'avançaient, leurs yeux noirs, glacés, brillants d'une fin reptilienne. C'était un face-à-face entre des cauchemars, et nous étions pris au milieu. Je fermai les yeux, me forçant à ne pas frissonner en entendant le souffle rapide, un mouvement si rapide qu'on aurait dit que le monde lui-même retenait son souffle. Les serpents attaquèrent les premiers, leurs mâchoires massives se décrochant dans un craquement écœurant. Des crocs en forme de couteau, chacun de la taille d'un homme, s'étendirent, dégoulinant de venin qui grésillait au contact du sol. Puis le chaos éclata. Les bruits de chair déchirée et de hurlements bestiaux emplirent l'air. Je pouvais sentir les vibrations des corps frappant le sol, les bruits mouillés et déchirants lorsque les serpents se jetèrent sur les prédateurs de la grange. Les grognements grotesques et les hurlements des créatures mutantes se turent, un à un, remplacés par les sifflements méthodiques et inquiétants des serpents. Je gardais les yeux fermés, mon corps tremblant alors que je résistais à chaque instinct qui me poussait à courir ou à crier. Le carnage se poursuivit pendant ce qui me sembla une éternité.
Mais ce n'était probablement que 30 secondes. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Le silence tomba si complet et oppressant qu'on aurait dit même que la forêt avait cessé de respirer. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes là, figés comme des statues, attendant que quelque chose, n'importe quoi, se produise. Finalement, je sentis une main sur mon épaule. Je sursautai, mes yeux s'ouvrant brusquement. C'était Dimitri. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranchante. « Ils sont partis », dit-il d'une voix basse. « Tous, sauf Monsieur Bienvenu. C'est maintenant ou jamais. » Je hochai la tête, avalant la boule qui bloquait ma gorge. Ensemble, nous nous tournâmes de nouveau vers la grange, avançant aussi silencieusement que possible. À l'intérieur, les trappes étaient toujours ouvertes, des fosses noires, qui semblaient mener tout droit en enfer. Des sanglots faibles montèrent du fond, à peine audibles au-dessus du battement de mon cœur. Dimitri et Philippe échangèrent un regard, la peur gravée dans chaque trait de leur visage. Mais aucun de nous ne parla. Nous commencions à descendre l'échelle un pas douloureux après l'autre, dans les entrailles de la ferme vivante. Le sous-sol était un espace sombre et vaste, puant la décomposition et le désespoir. Le foin recouvrait le sol en plaques irrégulières, trempées de taches, que je préférais ne pas imaginer. Les murs étaient tapissés de dispositifs de torture, des vierges de fer, des taureaux de bronze, des créneaux, et une série de fouets, de scies, de pinces et d'autres instruments, tous rouillés et maculés de sang vieux. C'était un musée de la douleur, un monument à la souffrance. Dans un coin, nous la trouvâmes. Anna. Elle était attachée au mur, les mains liées au-dessus de sa tête, les cordes enfoncées dans ses poignets. D'autres cordes maintenaient ses pieds et ses jambes, l'ancrant au sol sale. Son visage était pâle et marqué de traces de larmes, son corps tremblant. Lorsqu'elle aperçut Dimitri, elle laissa échapper un sanglot et s'effondra, son poids tirant contre les cordes. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, sa voix brisée et éraillée. « Vous êtes venu. S'il vous plaît, sortez-moi de là. S'il vous plaît, maintenant, ils arrivent. Le rituel va commencer. » Dimitri n'hésita pas. Il s'élança en avant, sortant son couteau et coupant les cordes avec une précision frénétique. Philippe et moi nous occupâmes de libérer ses pieds, nos mains tremblant alors que nous nous débattions avec les nœuds. Anna s'affaissa dans les bras de Dimitri, son corps faible et instable. « Il faut être silencieux, » dis-je, ma voix à peine plus qu'un souffle. « Si on est prudent, on peut sortir d'ici. »« Tous !» Anna hocha la tête, ses yeux grands ouverts de terreur mais remplis d'une lueur d'espoir. Ensemble, nous nous dirigions vers l'échelle, chaque pas résonnant dans le silence étouffant. Derrière nous, les horreurs de la ferme vivante se tenaient, mais devant, juste devant, il y avait la plus faible lueur d'évasion. Alors que nous remontions de ce sous-sol suffocant et taché de sang, la voix de Monsieur Bienvenu résonna à travers la grange, son chant métallique monotone grandissant, de plus en plus insistant. « Bienvenue » entonna-t-il, « bienvenue » Au début, c'était presque absurde, comme une attraction de foire brisée. Mais alors, lorsque nous fûmes tous les quatre sur le sol principal, cela changea. « Bienvenue, voleur » grogna-t-il. La voix plongea dans un registre guttural, primitif, imbibé de malice. « C'est ma génitrice. Vous allez devoir découvrir ce qui arrive aux voleurs. » Les mots me glacèrent le sang, et je ne pus empêcher mon esprit de repasser en boucle les rangées d'outils ensanglantés dans le sous-sol. Je n'avais aucun doute que Monsieur Bienvenu avait des projets bien plus horribles que tout ce que mon imagination aurait pu concevoir. La monstruosité inspira profondément, sa poitrine ballonnée se gonflant, jusqu'à sembler prête à éclater. Son corps massif craqua et gémit sous la pression, et avec un rugissement assourdissant, il se libéra des chaînes qui le retenaient à l'immeuble vivant. Le bruit était horrible, le métal criait, la chair déchirée, et des torrents de pus orange et de sang noir, coagulés, jaillirent des plaies béantes laissées derrière. Toute la grange trembla comme si elle était vivante, sa respiration devenant plus rapide et plus erratique, ses murs ondulant comme s'ils ressentaient eux aussi la douleur. Monsieur Bienvenu commença à bouger. Il se dirigea vers nous en boitant sur deux jambes, une parodie grotesque d'un dieu cochon. Ses nombreux yeux injectés de sang braquaient sur nous. Chaque pas faisait vibrer le sol sous nos pieds, ses sabots écrasant la terre charnue dans des bruits écœurants. Les nerfs optiques effilochés qui le reliaient au clocher se brisèrent un par un, chacun se cassant avec un bruit ressemblant à une élastique tendue à son maximum. Dimitri se tourna vers moi, son visage rempli d'une profonde tristesse résignée. « Éloigne-toi » murmura-t-il. « Je vais le distraire. Ramène Anna chez elle, quoi qu'il en coûte. »« Non, Dimitri, ne fais pas ça » commençai-je, mais il courait déjà vers le monstre. Son couteau, petit, pitoyable et totalement insuffisant, était fermement serré dans sa main. Monsieur Bienvenu l'aperçut immédiatement.
La bête balaya Dimitri d'un coup de son énorme sabot noir, mais Dimitri se baissa, roulant derrière la créature avec une agilité surprenante. Il laissa échapper un cri défiant et commença à frapper à l'arrière de la jambe du monstre, chaque coup n'étant guère plus efficace qu'une piqûre de moustique. Mais cela suffisait à nous donner du temps. Monsieur Bienvenu rugit de rage, tournant son énorme corps. Il retomba sur ses 4 membres, sa masse s'écrasant avec une force telle que toute la grange trembla. D'un mouvement rapide et brutal, il balaya son museau grotesque et frappa Dimitri, l'envoyant valser à travers la grange. Le corps de Dimitri s'écrasa contre le mur dans un bruit dégoûtant. Je tournai juste à temps pour voir l'horreur se déployer. La peau de Dimitri commença à noircir presque instantanément, son corps dégoulinant comme s'il était consumé par un feu invisible. Ses hurlements étaient au-delà de tout ce qu'un humain pouvait supporter. Sa voix déchirée et agonisante, tandis que ses yeux fondèrent dans son visage, laissant des orbites vides et suintantes. La nécrose se propageait comme un feu de forêt, le dévorant vivant de l'intérieur. En quelques secondes, ses hurlements cédèrent à la place à de faibles gémissements, son corps se tordant alors qu'il tentait, en vain, de ramper vers nous. « Courez !» criai-je, attrapant la main d'Anna et la tirant avec moi. Philippe était déjà devant, courant vers le bord de la clairière, sa petite silhouette disparaissant dans l'ombre de la forêt. Derrière nous, le sol tremblait à chaque pas de Monsieur Bienvenu, sa masse énorme se déplaçant avec une vitesse terrifiante. Je savais que nous ne tiendrions pas. Je pouvais sentir les vibrations de son approche, son souffle chaud et fétide, putride de décomposition pratiquement sur ma nuque. « Continuez, peu importe ce qu'il arrive !» hurlai-je à Philippe et Anna les poussant en avant. Leurs yeux étaient grands ouverts, remplis de terreur, mais l'instinct primitif de survie s'était emparé d'eux, et ils coururent, leurs pas se perdant dans la nuit. Avec le recul, je ne sais pas si c'était une intervention divine, une chance pure, ou un instinct primal désespéré de survie qui guida ma main. Mais alors que Monsieur Bienvenu fondait sur moi, ses 12 yeux sans paupières, d'un rouge sanglant, brillant de malveillance pure, je me souvins du spray anti-ours accroché à ma ceinture. Il était destiné aux animaux sauvages, ours, lions de montagne, mais ce que je faisais face à présent était bien pire. Un monstre sorti des cauchemars les plus profonds et tordus. Et pourtant, à cet instant, c'était tout ce que j'avais. Mon cœur battait la chamade, menaçant d'exploser, mais mes mains agissaient d'elles-mêmes. Je déchirais le canister, visais le groupe d'yeux grotesques sur le visage de Monsieur Bienvenu et appuyais sur la gâchette. Le spray éclata dans un jet épais et acide. Il le frappa en plein visage, couvrant chacun de ses yeux rouges brillants. Au début, rien ne se produisit. Il ne ralentit même pas, chargeant en avant avec la vitesse imparable d'un train de marchandises. Je n'eus à peine le temps de me jeter de côté, le sol tremblant alors que sa masse énorme passait à toute vitesse près de moi. L'air siffla autour de moi comme celui d'un train souterrain chaud et fétide, rempli de la puanteur de la pourriture et du sang. Et puis, cela arriva. Monsieur Bienvenu rugit, un cri si perçant et primal qu'il me fit vibrer les tympans. Mais cette fois, ce n'était pas le rugissement d'un prédateur. C'était un rugissement de douleur et de confusion. Ses mouvements devinrent frénétiques, erratiques, tandis qu'il vacillait et tournait en cercles désordonnés. Aveugle et désorienté, il frappait tout autour de lui, sa masse gigantesque s'écrasant contre les arbres et défonçant la forêt tel un bulldozer vivant. La cacophonie du bois qui se brisait et des troncs éclatant sous l'impact résonnait sur des kilomètres, un bruit qui hanterait mes cauchemars pendant des années. Je n'attendis pas pour voir ce qui allait se passer ensuite. Mes instincts de survie s'éveillèrent, et je me retournai, courant aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Le bruit de la destruction s'estompait derrière moi alors que je rattrapais Philippe et Anna. Ensemble, nous foncions à travers la forêt, chaque pas étant une tentative désespérée de mettre autant de distance que possible entre nous et le cauchemar que nous venions de quitter. Quand nous atteignîmes la voiture, mes jambes lâchèrent. Nous nous entassâmes à l'intérieur, tremblants et haletants, et démarrâmes sans un mot, le silence entre nous lourd de traumatismes partagés. Cette nuit-là, nous allâmes à la police, nos mots se bousculant dans un enchevêtrement confus, alors que nous tentions d'expliquer les horreurs auxquelles nous avions été témoins. La ferme, les otages, le monstre appelé Monsieur Bienvenu. Ils écoutèrent, acquiescèrent et envoyèrent des agents enquêter. Mais le lendemain, ils nous dirent qu'il n'y avait rien, ni grange, ni cage, ni trace de quoi que ce soit que nous ayons décrit. Nous n'en entendîmes plus jamais parler. Avec le recul, j'ai fini par comprendre pourquoi certains endroits dans le monde restent interdits. Des endroits comme Tchernobyl, ce n'est pas seulement la radioactivité, pas seulement le danger que nous pouvons mesurer ou expliquer. Certaines choses croissent dans l'obscurité, dans les recoins oubliés et pourris du monde, là où aucun œil ne s'aventure, et parfois elles en sortent.